C'est un gouvernement qui a d'abord échoué, parce que c'est la phase D, Soumina 1, Soumina 2. Soumina qui a perdu des provinces, mais ils disent elle a un bilan positif. Cela me permet de dire le problème, ce n'est pas de tomber, mais de se relever après la chute. Oui, c'est un fait. Deux provinces sont parties sous contrôle de M23. Mais qu'en est-il de la gestion de la crise sécuritaire? C'est une règle. Toute personne qui ne fait pas l'autocritique, l'auto-évaluation, qui ne connaît pas sa faute, ne s'améliore pas. Ça, c'est un principe universel. Allez. Et mon ami qui me parle que l'UDPS c'est un parti politique, il ne suffit pas que tu dis que c'est un parti politique. Je suis d'abord gentil. Vous n'avez pas de carte de membres. Vous avez des secrétaires généraux. Laissez-moi, monsieur, j'étais poli. J'étais poli. C'est là vous le cadre de membre. Il y a une médiation qui est faite en ce moment pour rabibocher les deux secrétaires généraux. Il y a un seul secrétaire général. Il y a un seul secrétaire général. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont des camps. Il y en a deux. Non. Laissez-moi parler. Il y en a deux. Et tous deux posent des actes. Absolument. Vous avez suivi la dernière réunion de membres de l'UDPS? Monsieur, vous avez vu qu'est-ce qui a représenté l'UDPS? Vous l'avez vu? Mon ami, l'honorable Augustin Kabouya. Mon ami. Donc, soyons Théo Bizibou, aux dernières consultations, a été reçu en qualité de qui? Il a été reçu. Vous n'avez pas vu le secrétaire général Augustin Kabouya? Je parle de Théo Bizibou. A-t-il été reçu aux dernières consultations des Bérande en qualité de qui? Théo Bizibou a été reçu avec le secrétaire général Augustin Kabouya en tant que son adjoint. Pas du tout. Ils étaient reçus séparément. En tant que son adjoint. L'UDPS a été reçu au même moment. C'était un faux débat. Ce n'est pas un faux débat. Les partis politiques. C'est obligé d'engager les partis. Mais où est-ce qu'il a engagé les partis? Quelle décision? Merci d'avoir une chose très importante. Mon ami, tu n'as pas la parole. Soyez discipliné. Les partis politiques sont les pays en miniature. Si les gens gèrent bien les partis politiques, ils vont bien gérer les pays. Si vous êtes incapable de gérer même votre salle, vous n'avez même pas un bon siège. Et à ce moment-là, vous allez dire que vous avez un parti politique. Donc, vous avez des secrétaires généraux, pas même carte de membres, vous travaillez sur la fonction de tradition orale, mais pour le gouvernement, j'allais dire... Mais vous vous ridiculisez vous-même, monsieur. C'est vous n'avez pas les cartes de membres. Allez, on est à la fin du débat. Vous vous ridiculisez vous-même. C'est le train de vie des institutions. On a eu peu d'argent des fonctionnaires, des enseignants qui prennent un peu... les guerres intestines, c'est là tous les partis. Vous serez d'accord avec moi, Parole Kamizé? Ça, ce sont des affaires internes. Non. Un parti politique, c'est un pays en miniature. Si les gens gèrent bien un parti politique, ils vont bien gérer les pays. Moderne et paisible, pensez pour votre bien-être. Des appartements spacieux, baignés de lumière, conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées, pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta
na wax de Maman Moseka, Letoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Maman Moseka, oh vraiment. Ici, on ne crie pas, mais on réfléchit à haute et intelligible voix. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à ce programme. Bienvenue dans Ligne Rouge. En ce 5e jour du mois d'août, l'actu reste dominée par la poursuite du procès Moutamba. Hier, devant la Cour de cassation, l'audience de ce lundi a été beaucoup plus tendue pour le Proveni qui a affiché une attitude victimaire au lieu d'éclairer la Cour. Cette position de l'ancien ministre de la Justice et garde-sceau aura-t-elle des conséquences? Nous analyserons et déterminerons dans quelle mesure le témoignage des personnes citées changeront le cours du procès et si elles témoigneront réellement. Judith Suminois conserve la tête de l'exécutif dans un contexte marqué par la crise sécuritaire et les négociations qui reprennent ce vendredi à Doha entre Kinshasa et Goma pour la signature d'un accord de paix. Nous réserverons également quelques minutes pour parler du Génocost. Quelle action pourrait renforcer les mesures prises par le gouvernement congolais pour la réparation et la justice pour les victimes? Nous sommes contents que vous soyez nombreux à nous regarder et à nous suivre. Nous avons bon espoir que vous aurez à passer un excellent moment de télé, comme on aime bien toujours le dire. En compagnie de nos invités qui sont avec moi, je vous présente Larousse Mouya. Il est de l'UDPS. C'est un honneur de vous avoir sur notre plateau. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Comment sentez-vous? Soyez les bienvenus. Bonjour. Merci à vous de me recevoir et merci aux braves gens qui vont nous suivre à travers leurs écrans. C'est pour moi une première d'être ici et je suis bien content d'être bien reçu. Donc, merci encore. Et Larousse signifie quoi? C'est un nom français ou ça nous plonge dans le racine de la culture congolaise? Nom français, culture congolaise, mais je vais dire une chose, je suis viscéralement congolais. Donc voilà. Allez, merci beaucoup. De l'autre côté, on a aussi la présence de Parole Kamizelo, le néo-péperdien, analyste et philosophe. Soyez les bienvenus. Merci pour l'invitation, Gédéon. Merci pour votre invitation. Je salue les co-débatteurs, les compatriotes. Je suis toujours fier de voir les Congolais venir débattre de leur pays. C'est comme le cas qui est arrivé avant la Révolution française. C'était des débats, des lumières, des idées de Voltaire, de Montesquieu et les autres. Aujourd'hui, nous allons débattre les idées parmi les hommes éclairés de Joseph Kabila avec les 12 commandements, avec ce que nous allons ajouter comme les additifs. Parce que ce sont des idées qui transforment le monde, qui transforment les sociétés, qui développent les sociétés. Raison pour laquelle nous invitons les gens de l'Union sacrée de venir avec les débats d'idées. Quand nous venons avec les 12 propositions, et qu'ils viennent avec l'antithèse de ce que nous disons, et non avec des débats que moi j'appelle le débat napoléen, parce que la première élection, quand Napoléon était candidat, il n'avait pas les programmes d'action. Eh bien, je trouve qu'ils sont dans la même situation, raison pour laquelle nous leur invitons, c'est-à-dire les gens de l'Union sacrée, de venir avec les débats d'idées, de l'économie du pays, c'est-à-dire comment gérer l'économie, comment nous pouvons résoudre les problèmes de chômage, comment nous pouvons combattre la corruption, parce que la corruption, c'est l'autodestruction. Donc, nous les invitons de venir dans ces terrains, et non des terrains de... C'est vrai, la politique, c'est des terrains que moi j'appelle des trompismes, chahainement, c'est-à-dire des bagarres, pas bagarres physiques, mais des idées. Nous les invitons de venir dans ces terrains-là. Allez, merci juste pour vous saluer et faire constater votre présence sur ce plateau. Mais je voudrais qu'on commence par ce petit détour.
je l'ai dit avec une gravité extrême. Et curieux que cela puisse paraître, le Congo, depuis qu'il est souverain ou qu'il a accédé à la souveraineté nationale et internationale en 60, nous venons de réaliser 65 ans. Et de la conférence de Berlin en 1885 jusqu'à 60, au moment de l'accession à notre indépendance, c'est 65 ans. Le constant est glacial est tel que les 65 ans de la colonisation comparé aux 65 ans de liberté. On a l'impression que le Belge, même en termes de kilomètres de routes construites par les Belges, c'est énorme en termes d'infrastructures par rapport à ce que nous avons pu réaliser par nous-mêmes depuis que nous avons accédé à l'indépendance. Qu'est-ce que justifie ces paradoxes, Larousse Mouya? On ne va pas réécrire l'histoire. On sait que dès le lendemain de l'indépendance, le même qui était à contrôler la nation, le même qui nous avait colonisés, il faisait aussi partie du problème. Donc voilà. Comment faisait-il partie du problème? Il y avait le problème de tout le débord. À la fois des élites qui étaient censées diriger la nation, eux, des anciens colonisateurs, qui en même temps étaient là pour instiguer aussi certaines crises au niveau national. Et après, nos pères fondateurs ne nous ont pas vraiment aidés dans ces sens-là. Et ce qui a suivi, la trame, la culture de l'homme politique congolais, ça n'a pas été dans le sens de construire une nation qui allait de l'avant avec de grandes réalisations, de grands projets, de grandes idées. C'est beaucoup plus concentré. On a été nombriliste. On a parlé aux gens de son bord, aux gens de son camp. On a travaillé pour soi-même. Les résultats, on en est là aujourd'hui. Puisque c'est lui qui était de telle ethnie devait soutenir telle élite qui était de son ethnie, même s'il faisait mal de choses, on ne dénonçait pas. Et voilà. Donc c'est l'accumulation de la mauvaise foi politique de ce qui se passe aujourd'hui. On n'a pas longtemps été dans l'éclairage vis-à-vis de ce qu'on a fait comme travaux pour la nation. Effectivement, on se retrouve là. Donc c'est une interpellation assez flagrante qui nous appelle à faire les choses différemment, avec force et conviction. Et le déclic pourrait partir de quoi? Cette prise de conscience déjà. Et aussi tout ce qu'on a connu. À un moment donné, on doit se dire assez. Faisons les choses différemment. Et on est passé à la lisière du chaos avec l'arrivée des Rwandais dans cette nation, la gestion de tout ce qui a suivi, tout ce qui a été accompagné par le régime de Paul Kagame, la crise qui nous habite encore jusqu'à aujourd'hui, la crise sécuritaire, l'agression rwandaise, millions de morts. Tout ça là, ça nous appelle à une forme de prise de conscience assez active, où ce ne sont pas que deux mots, mais ça se traduit dans l'action aussi. Donc voilà. Et effectivement, nous sommes dans une période charnière où on voit la matérialisation de cette conscience-là avec l'administration actuelle, dirigée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Parole Kamisel, vous partagez la même lecture? Non, je ne partage pas cette lecture. D'ailleurs, c'est tellement important de rappeler les peuples qu'on ne peut pas avancer sans l'histoire. Parce que, comme vous l'avez dit, on peut séparer cette histoire à trois zones. Première zone, que moi j'appelle ça des zones, 85-1908, où nous étions considérés comme des vaches par la puissance de la puissance léopoldienne, eh bien, où on nous coupait des bras. D'ailleurs, si vous regardez dans l'histoire du monde, vous allez voir que nous sommes un peuple, c'est-à-dire les peuples congolais, je parle vraiment spécialement pour les peuples congolais, un peuple qui a connu une barbarie qu'aucun peuple a connue au monde. Quelle barbarie dont faites mention? De Napoléon nous coupait des jambes, et comme ça, où nous étions considérés comme des animaux en soi. Donc nos pères ont connu l'animosité inimaginable. Parce que nous avons l'espace qui était considéré comme une ferme. Et cette ferme, les contenus, c'est-à-dire nous étions considérés comme des animaux. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, là, ça devient maintenant l'outil de tous les Belges de 1908 à 60. Eh bien, c'était un peu, pas totalement dramatique, mais c'était toujours dramatique. Mais parce que tout ce qu'on peut faire, ici nous débattons, nous parlons, parce que nous sommes déjà libres.
Parce que j'aime souvent donner l'exemple, citer les travaux des philosophes Auguste Comte qui nous dit la société est considérée comme une personne qui grandit, c'est-à-dire en respectant les principes d'équibation, on est bébé, on grandit petit à petit. C'est-à-dire si nous comparons ces zones-là, et nous grandissons. Parce qu'aujourd'hui, nous débattons des Kabila, des Tshisekedi et des autres, c'est déjà l'avancement. Quelles que soient des failles, on parle au moins de nous. Et on sort calmement, on ne coupe pas des jambes, on ne coupe pas des oreilles. Je peux critiquer Félix Tshisekedi. Et tout ce qu'on peut dire, Félix Tshisekedi ne va pas venir me couper la jambe. Dans ce que dit Larousse Mouya, il n'y a pas une part de vérité. On ne peut pas accéder à quelque chose sans en avoir la conscience. Et la conscience nous pousse inéluctablement à la responsabilité, aux actions que nous devons assumer. Non, la conscience, nous l'avons. Mais cette conscience, il y a des cas, des camps, allais-je dire, les cas des nationalistes qui pensent que nous-mêmes, nous méritons la dignité. C'est-à-dire les cas nous légués par Simon Kimbangu, que nous rendons vraiment hommage parce qu'à ces années-là, dire non aux Belges de ne pas faire cette barbarie, ce n'était pas facile. Et nous avons encore Patrice Emery Lumumba, nous avons Pierre Moulele, cette génération Antoine Kizenga, eh bien nos papas là ont fait un grand travail. Beaucoup de gens disent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ignorent l'histoire. Aujourd'hui, cette idée-là est là, parce que quand vous avez un Joseph Kabila avec ses disciples qui prônent pour la souveraineté, eh bien, c'est-à-dire, nous avons cette conscience-là. Et fait de dire qu'on n'a pas cette conscience, peut-être un autre cas que moi j'appelle le cas des complotistes, qui pensent que notre bonheur viendrait de Washington. Alors, la cause du marasme économique et politique dans lequel nous sommes englués est due à quoi? Oui, la cause principale, c'est le problème de la formation des ressources humaines. C'est ça la première cause. Parce que nous avons toute la richesse, c'est-à-dire le potentiel des eaux, des animaux, ceci. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut transformer ces langues. Parce que c'est la tête qui transforme une société. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut revoir notre système éducatif. Parce que nous gardons toujours le même système éducatif, nous légués par les Belges. Parce que chaque système éducatif a trois bases. Il y a d'abord le but, l'objectif et la finalité. La finalité, c'est quoi? Nous formons les Congolais dans 10 ans, ils seront comment? C'est-à-dire, c'est les dirigeants, comme disait Platon, qui vont préparer, donc qui vont avoir la projection, ce que les hommes de lettres appellent l'horizon d'attente, des types des hommes qu'ils auront dans 20 ans. Les Belges ont réfléchi d'avoir des types des hommes qui seront des wiwistes, des obéissants, des gens cultivés par la peur, et à ce moment, on les colonise. Raison pour laquelle, à principe, nous sommes dans la phase que j'appelle la phase de pro-renaissance, c'est-à-dire au 15e siècle de l'Europe. Vous voyez? Donc, il faut vite réfléchir déjà comment réformer notre système éducatif, former une société qui a l'esprit critique. Donc, avoir une société d'esprit critique, il faut d'abord mettre en exergue la philosophie. Merci. Et repenser le système éducatif, c'est un point important parce que le fait le prouve. En 60, oui, dès 60 à nos jours, la Belgique qui nous a légué le même système éducatif a réformé plus de 20 fois. Et nous avons hérité du même système et nous le maintenons. Partagez-vous ce point de vue? Vous êtes d'accord sur cette perception des choses? Je l'ai entendu. Mais il y a quelque chose que je voudrais recadrer surtout, puisque nous autres politiques, responsables politiques, en ce qui me concerne, nous sommes les historiens du présent. Et si je me retrouve ici, à cet endroit, c'est parce qu'il y a eu certains qui étaient là, qui étaient de bonne foi, qui nous ont donné goût. Donc, pour la jeune génération, et pour le respect, les braves gens qui nous suivent, il faut mettre les choses dans leur contexte. Le mot nationaliste est un mot tellement fort. Moi, je me reconnais dedans. C'est un mot tellement fort qui en prend des sacrifices. Ce n'est pas qu'un mot, c'est une lutte, c'est une histoire des sangs. Les nationalistes ont payé lourdement. Et inscrire Joseph Kabila dans les... Et quelles sont les valeurs qui doivent en découler? Je vais vous répondre. Mais inscrire Joseph Kabila dans les camps des nationalistes, c'est faire insulte.
à tous ceux qui ont versé leur sang, qui ont été meurtris dans leur chair pour cette nation. Vous parlez là d'une personne qui a concédé des pans entiers de la République à des milices venues du Rwanda. C'est de ces messieurs-là que vous parlez en tant que nationaliste. Vous parlez d'une personne qui est allée au Bas-Congo massacrer des paisibles citoyens. C'est celui que vous qualifiez de nationaliste. Vous parlez d'une personne qui a commis des massacres innommables, des massacres des Camerounais sans peau. J'en parle bien entendu. Vous parlez d'une personne qui est à la tête d'un mouvement qui commet des viols, des massacres et des rapts en ce moment. Du groupe d'experts de l'ONU, le nom de Joseph Kabila n'y est pas cité. Ah, ok. Je vous invite vivement, et j'invite tous ceux qui nous suivent à aller consulter les derniers rapports des experts des Nations Unies, où il est fait spécifiquement mention de la collision entre lui, Yoweri Museveni, Paul Kagame et chapeau, Moïse Katumbi. Voilà. Des voyages fréquemment et des communications fréquemment avec le président du Rwanda et de l'Ouganda. Elle répondait à la contre question. La République. Donc voilà. C'est une question de sacrifice pour sa patrie. C'est ce que ce monsieur-là n'a jamais fait pour cette La nation. question vous posez, c'est de savoir, évitons de nous écarter du débat. Les systèmes éducatifs, laissez par les Belges. C'est le point qu'il a soulevé. Allez-y. J'étais tout simplement en train de répondre. Et là encore, vous allez m'amener à rentrer dans ce qu'il a dit. Aujourd'hui, par rapport à l'actuelle administration, vous avez vu la volonté. La construction des bâtiments modernes dans l'ensemble de Vinci-Provence et la RDC, en termes d'université. Vous avez vu les réformes qui sont lancées dans l'éducation nationale, encore chez nos jeunes gens. C'est la volonté, mais ça a été fait après combien de temps? Pourquoi cela n'avait pas été fait pendant tous les 18 ans où monsieur... Est-ce que le problème, c'est les infrastructures ou le problème, c'est la formation qui doit être notre cheval de bataille? Parce que moi, je me rappelle, moi qui ai grandi un peu en province, dans des coins reculés de la République démocratique du Congo, nous avions étudié sur des briques érigées en forme de banc. Et pourtant, ça ne nous a pas empêché d'être quelque peu bons. Le problème, donc, ce n'est pas les infrastructures. Le problème, c'est les contenus. C'est votre lecture, je la respecte. Et il y a un mixte qui va avec. On ne peut pas parler d'une éducation moderne si on ne modernise pas les décorums dans lesquels on forme les jeunes esprits qui vont servir la République. Qu'est-ce qui doit précéder l'autre, selon vous? Il y a des réformes en termes d'infrastructures, mais aussi des réformes en termes de système. Ça même, le chef en parle souvent, il en a parlé. Encore récemment, il parlait avec la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire de voir où est-ce que nous a conduit les systèmes LMD, qui est une forme d'évaluation. Cela avait été demandé. C'est un travail qui n'avait jamais été fait auparavant. Et vous êtes témoin de ça. C'est maintenant qu'on commence ce travail. Mais on commence quand? Au moment où on a la tête d'une nation qui est agressée. À peine on a pris le pouvoir. 65 ans après, on attend que les autres décident ou réfléchissent à notre place pour que nous puissions emboîter les pas. Les systèmes LMD, d'où vient-il? La question a été bien posée 65 ans après. 65 ans après l'arrivée de quelle administration? L'actuelle administration. Votre question est bien posée et la réponse est toute trouvée. Donc, depuis toutes ces années, pourquoi on n'a pas entendu? Pourquoi on n'a pas eu cette volonté politique? Pourquoi c'est maintenant qu'on commence à le faire? Il n'y avait pas de volonté politique, on voulait casser une nation, on voulait sacrifier toute une génération. C'est ce qui avait été fait. Et aujourd'hui, on commence un travail qui est un travail de longue haleine. Mais on a quand même commencé, parce qu'il faut commencer quelque part. Il est louable. Allez, on va entrer dans le sujet d'actualité. S'il y a des reliquats, faites-le dans votre temps d'antenne. On va ouvrir le débat avec ce premier sujet d'actualité, procès Mutamba qui s'est poursuivi ce lundi devant la Cour de cassation. Le Proveni a plutôt affiché une attitude quelque peu victimaire au lieu d'éclairer la Cour. Je pose la première question à Parole, Kamizelo. Pour sa première comparution, le procès Constant Mutamba a tout révélé. Oui, je suis tellement content d'abord de l'introduction de l'émission. Je suis un peu déçu de mon co-débatteur, un sujet qui allait être vraiment magnifique. D'ailleurs, cela prouve que vous n'avez pas lu l'accord entre la RDC et le Rwanda. Dès que vous avez signé cet accord, le Rwanda cesse d'être le pays agresseur. Par contre, c'est un partenaire. Soit, vous allez me dire, mon cher ami, vous signez des choses que vous ne comprenez pas. Raison pour laquelle, Parole Kamizelo,
a dit que c'est les experts qui ont écrit cet accord, ce ne sont pas les Congolais. Et les Congolais sont partis signer comme des petits enfants. Et vous les prouvez quand vous parlez au niveau psychologique. C'est-à-dire, vous êtes partenaire du Rwanda. Vous voyez? Et vous me dites que vous êtes contre les M23. Vous avez fait venir les M23 ici. D'ailleurs, je profite, Gédéon, de demander à la Cour. C'est la Cour des militaires qui avait le procès Joseph Kabila. Si vous accusez Joseph Kabila, qu'est-ce que vous faites que de celui qui a fait venir, l'administration qui a fait venir les M23 ici, 14 mois, que nous avions financé même des sous-vêtements, de l'eau à boire avec nos taxes, via le... Mais c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous dites? Raison pour laquelle nous comparons ces procès comme les procès de Philippe Pétain et de Gaulle. Philippe Pétain était le premier a condamné Général de Gaulle, et Général de Gaulle qui était condamné à perpétuité et qui était fugitif. Et à la fin, c'est de Gaulle qui a condamné Philippe Pétain. Et Philippe Pétain est mort en prison. Nous ne voulons pas que l'histoire se répète. On peut donner tant des exemples, nous les donnons à maintes reprises. Quand vous parlez de l'éducation, qui est la moelle épinière de la société, vous êtes d'accord avec moi? Et quand vous allez dire que entre celui qui a planté l'arbre et celui qui fait... qui a recueilli le fruit. Qui est le meilleur? Celui qui a semé l'arbre. C'est Joseph Kabila qui nous a donné la Constitution. Si vous ne reconnaissez pas ça, c'est une malhonnêteté politique. Il y a laissez-moi, messieurs. Différence entre éducation et Constitution. L'article 43, laissez-moi, j'étais calme, mon frère. L'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'éducation. Et moi, je me rappelle, en 2015-2016, on a commencé déjà la gratuité de l'enseignement dans les provinces. En province, on ne payait pas. On a laissé des grandes villes qui étaient Lubumbashi et Kinshasa. J'en étais parmi les bénéficiaires. Oui. Je peux le témoigner. Nous avons encore problème de MSP. Où depuis 2012, l'administration Kabila a introduit un très bon système. Ils ont commencé avec Kinshasa, avec Lubumbashi, MSP, mutuelle de santé des enseignants. Où les enseignants étaient traités. Ils partaient même en Inde. Mais on n'en parlait pas assez. Moi, je connais, je peux citer l'enseignant, donner même l'adresse, où il a été traité jusqu'au niveau de $15 000 à Mukole. Mais aujourd'hui, le MESP, le mutuelle d'enseignants mutuelle de santé des enseignants, est à l'arrêt. Et celui qui a porté ce projet, c'est bien l'ancien ministre de l'EPST. Maker Mwango, via l'administration de celui qui était au pouvoir. Voilà les débats que nous devons débattre. Vous voyez? Aujourd'hui, quand vous parlez... ne vous éternisez pas sur ça. Oui, en tout cas, venons-en à l'actualité, s'il vous plaît. Ce qui change le pays, le budget de la recherche. Ce qui change le pays, c'est les techniciens. Quand aujourd'hui on regarde la Russie, on regarde l'Iran, on regarde la Chine, on regarde le nombre de techniciens. On dit l'Iran, par exemple, est troisième, si je ne me trompe pas, aux techniciens. Mais paradoxalement, chez nous, on regarde les jeunes préfèrent d'être pasteurs et comme ça, eh bien, si vous regardez les pays qui nous agressent, les jeunes préfèrent être des généraux. Vous voyez? Nous avons un grand travail à faire. N'allons pas des choses comme ça. Je ne peux pas faire passer des choses comme ça. Procès Moutamba, est-ce que le procès Moutamba a-t-il déjà tout révélé? On va en parler. Entre nos c'est important. Ça, c'était que Kabila, c'était nationaliste, lumumiste convaincu. S'il vous plaît. On n'est plus dans ce débat. Oui. On change de sujet. Le procès Moutamba, venons-en. Constant Moutamba, c'était déjà prévisible, Gédéon. Depuis le moment de campagne, je disais que Constant Moutamba ne jouait pas un vrai jeu, c'était double jeu. En principe, c'était un téléguidé du pouvoir. C'était le plan B du pouvoir parce que le pouvoir craignait que tous les candidats de l'opposition, président Katumbi, président Fayoulou, Joseph Kabila, ne vont pas déposer de candidature. Vous voyez? Maintenant, le pouvoir de l'Union sacrée, c'est-à-dire Moutamba était membre de l'Union sacrée, mais à l'opposition. La nuit, membre de l'Union sacrée. La journée, l'opposant, mais candidat de Félix Tshisekedi comme opposant. C'est comme ça qu'ils ont fait comme stratégie. Or,
La politique, c'est un domaine purement spirituel, métaphysique. Il y a des principes à respecter. L'honnêteté d'abord envers toi-même, avec ta nation, raison pour laquelle nous définissons Dieu comme justice, vérité et le patriotisme. Vous ne pouvez pas aller dans un terrain tellement spirituel avec les doubles G. Ça ne marche pas. Et l'avantage, les résultats pour lui, il a été récompensé comme l'un des ministres régaliens. Vous voyez? Or, ce ministère-là n'était pas au poids de Mutamba. Mutamba n'avait pas le poids d'être ministre de la Justice. Pourtant, on l'a vu bien incarné son rôle. C'est un populiste. Par contre, il a montré que c'est comme quelqu'un, je peux vous donner l'exemple. Mutamba, c'est comme quelqu'un qui pèse avec 60, mais qui avait la charge de 100 kilos. Vous voyez? Il pesait 60 kilos, mais on lui a donné le poids pour porter 100 kilos. Vous voyez, il est devenu comme un dépassé. Et qu'est-ce que ce procès aujourd'hui révèle à vos yeux? Bon, ce procès révèle que c'est un cartel de détourneurs, de corrompus. Vous avez suivi. D'abord, il y a des indices parce que le diable se cache dans les détails. Mutamba dit d'abord, qui dit dans une conférence, il dit l'odeur du détournement. Oui. Sa cheftaine était là. Dans le sens d'interprétation, il disait na chef naïe. Elle avait même répliqué à cette aujourd'hui, Mutamba nous donne aussi un élément. Il cite. Mutamba ne nie pas les faits, il cite les co-accusés. C'est-à-dire les gens qui peuvent apparaître, Madame Souminois et Monsieur... Non, toutes ces personnes sont citées à témoigner, ou sont appelées à témoigner. Ils n'ont pas cité comme... Les témoins, si on t'appelle à la cour pour témoigner, vous avez déjà 40% été retenu. Parce que les témoins peuvent être coupables. Parce que l'administration, c'est l'interdépendance, non, de l'intersystème. Quand vous avez, par exemple, une lettre où les ministres que les Congolais appellent Barcelone, c'est qui des transports, il s'appelle, comment vous pouvez me rappeler, les ministres que les Congolais appellent Barcelone, le ministre de Barcelone des transports là. Une lettre qu'il demande 14 millions de dollars pour rénover le stade de Kisangani, eh bien, la lettre là, c'est une évidence. Et celui-là, vous allez dire que c'est un témoin simple, non? C'est un co-accusé. Il sera arrêté. Mais Mutamba nous révèle que c'est un système, raison pour laquelle nous vous disons, tout ce qui nous arrive, les agressions, des problèmes d'ici par là, les nerfs des problèmes, c'est la mauvaise gouvernance. La principale maladie, c'est la mauvaise gouvernance. Les autres, là, ce sont des maladies subsidiaires. Et l'affaire qui a été renvoyée à ce mercredi 6 août, elle sera essentiellement consacrée au témoignage de personnes citées dans l'affaire, dont la première ministre, Mme Judith Souminois. Qu'est-ce que ça révèle? Est-ce que pour vous, ce procès tend à aller vers un arrangement politique ou c'est le contraire? Il y a arrangement politique, la conséquence serait que la justice va perdre les résidus judiciaires. Parce que la justice doit prendre conscience, c'est-à-dire les magistrats, doivent prendre conscience qu'ils ont des puissances, des juges qu'on ne corrompt pas, les peuples et Dieu. Et si les juges font une telle comédie, la conséquence serait que les peuples ne vont pas... seront déçus et puis totalement déçus. Okay. Parce que la justice déjà se discrédite avec les pseudo-procès de Joseph Kabila, qui est comparable avec un procès que les gens des forces du progrès fabriquent dans des coins et qui aura aussi les mêmes résultats. Allez, vous voyez? Merci. Donc, nous craignons encore de commettre des erreurs. L'erreur est humaine. Demeurer dans l'erreur est tellement, vous dites diabolique, ouais. Mais nous disons c'est la mort. Allez. Et si la justice veut faire le succès de commettre toujours des erreurs, ça devient maintenant une justice de ces erreurs. Et nous avions même comparé les procès de Joseph Kabila comme les procès de Socrate au tribunal Élié, le tribunal qui a jugé Socrate, on appelle le tribunal Élié, qui avait 501 magistrats et qui était discrédité. Allez. Donc nous craignons que cette histoire se répète. Merci. Laros Mouya, vous avez suivi
Parole Camisello. Pourquoi Moutamba, dont le rapport se sont toujours révélés tendus avec la Première ministre, l'appelle aujourd'hui à témoigner devant la Cour? Comment expliquez-vous ceci et quelle incidence aura ce témoignage sur le procès? Je suis mon co-débatteur. Il a les talents de mélanger les choses. Allant jusqu'à accompagner ce grand général de Gaulle à M. Joseph Kabila. Il fallait oser. Bien étonnant. Et vous avez votre sens propre de définir la justice. Pour vous, quelqu'un qui est invité pour témoigner porte déjà, pour vous, il est déjà condamné à 40%, vous avez dit. Je ne sais pas sur quelle logique vous définissez ces pourcentages. Là, vous en avez les secrets. Très brillant. On va dire que le monsieur qui a témoigné hier, qui a éclairé la cour hier sur des questions spécifiques aux passations de marché, était déjà 40% condamnable. Donc, il nous donnera le secret de sa logique. Tout ça, c'est pour faire voir un peu toute la lumière qui est la vôtre. Ces procès, selon certaines indiscrétions, je parle conditionnel, que c'est la présidence de la République qui aurait voulu que ces procès soient retransmis en direct, pour que chacun d'entre nous puisse se faire son opinion. Beaucoup de choses ont été dites, comme toujours, sur la place publique, mais après, la vérité est là, dans des témoignages, des questions des uns des autres. Et effectivement, il y a des gens qui sont appelés pour venir éclaircir la situation de la gestion de fonds, des questions sur le détournement, parce que la question de l'accusation était ça. On voit aujourd'hui le ministère public en difficulté pour prouver le détournement. Ça, c'est une question qui est claire, nette et simple pour tout le monde. D'abord, essayer de rappeler que Constant Moutamba est poursuivi pour tentative de détournement. Pas pour détournement, parce que l'argent est toujours logé sur le compte de l'entreprise ayant gagné les marchés, et la procédure de passation de marché a laissé à désirer. Laissé à désirer C'est votre version. Et on a suivi un expert en la matière hier qui a expliqué qu'il n'y avait pas de nuage sur la manière dont le dossier a été conduit. Vous l'avez suivi comme moi. Tout le monde l'a suivi. Chacun peut se faire son opinion. Donc, mais il a révélé un point capital. Comment vous allez payer à 100% l'entreprise ayant gagné les marchés, alors que le taux d'exécution ou physique est à 0%. Est-ce que ce ne sont pas de faits ou un témoignage qui risque de clouer davantage Moutamba, parce qu'on le prend en qualité d'expert? Spécifiquement, on a entendu ce qu'il a donné comme version pour les uns, et pour les autres, il a conforté la cour. Et la partie de l'accusé a donné aussi ses moyens de défense. Donc, moi je pense que c'est un dossier qui met un peu sur la place publique la qualité de notre justice, puisqu'on a vu la promptitude avec laquelle le dossier Moutamba a été conduit. Je me pose la question si c'est le seul dossier où il y a tentative ou détournement, alors que par ailleurs, dans la République, il y a d'autres dossiers, même d'autres anciens dossiers, qui demandent que la justice puisse s'intéresser avec la même promptitude. Et vous pensez que le témoignage de personnes citées dans cette affaire aurait une incidence positive sur le procès? Je ne veux pas me faire une opinion spécifique. Comme toute personne éprise des bonnes volontés, je veux que la vérité éclate. Que les saligots soient incarcérés, ou que les saligots soient mis à la place publique, et que ceux qui sont innocents les soient déclarés. Je ne suis pas dans une forme de posture politicienne où je prends position pour tel ou pour tel autre. Pour ceux qui, parce qu'on entend, et on voit quand même l'aspect que, bon, apparemment il y aurait complot. Parce qu'on voit la rapidité avec laquelle ce dossier est conduit. Chez nous, on n'a jamais connu ça. Jamais. Sinon, j'aime mieux quiconque en défi de dire quel dossier a été conduit avec une telle célérité. Parmi tous ces juges-là. Dans l'affaire Joseph Kabila, vous direz aussi la même chose, qu'il y a un complot au regard de la célérité avec laquelle le dossier est conduit. Non, Joseph Kabila aurait dû être poursuivi. Là, ça fait exception. Non, il aurait dû être poursuivi depuis très longtemps. Depuis très longtemps.
Il a du sang congolais sur le main depuis très longtemps. C'est une question sur laquelle on ne peut même pas blaguer. Depuis très longtemps, on a été large. De quoi est-il poursuivi? Il est en connivence avec ceux qui nous agressent. La preuve? Vous n'avez pas lu tous les rapports produits par les experts de Nations Unies? Quelle est la preuve? Les rapports sont là, et vous l'avez vu, il a déclaré qu'il serait... Parce que la République... Vous prenez fait et cause pour Moutamba. La République... Parce qu'il n'y a pas de preuves qui l'étayent. Je vais vous dire une Comment chose. Pour l'affaire Kabila, vous dites qu'il aurait été condamné, même poursuivi depuis longtemps? Je commence par préciser une chose. Je ne prends pas fait et cause pour Moutamba. Moi, je suis en train de commenter ce que chacun d'entre nous a suivi hier. Je suis pas en train de commenter cela, et j'attends la suite. Là, on commentera s'il est condamné, par rapport à quel fait, parce que tout ce qui est dit, chacun tire ses propres conclusions. Et on voit effectivement où penche un peu la balance. Mais en ce qui concerne Joseph Kabila, vous avez entendu la déposition d'Éric Kumba, l'un des cofondateurs de l'AFC côté de Corneille Nangaa. Vous l'avez entendu. La déposition d'un provenu ne constitue pas une preuve. Chacun l'a suivi. Lorsqu'il faut poursuivre quelqu'un. Voilà. Et de sur quoi un ancien chef de l'État? De sur quoi l'ancien chef de l'État? Pourquoi? Ça, c'est la justice. Non, oui. Pourquoi convoquer? Il n'est pas venu. Il a préféré aller à la partie est agressée par la République. Pourquoi? Il est sécurisé par qui là-bas? Vous l'avez vu avec Corneille Nangaa et tous les autres. Vous avez entendu une quelconque forme de mot de condamnation par rapport au massacre de vos compatriotes, à toutes ces femmes qu'on viole? Vous avez entendu une seule fois? Jamais. Pourquoi? Et on doit être naïf, continuer à croire qu'ils sont plus malins, qu'ils peuvent jouer avec nos nerfs, faire tout ce qu'ils veulent, puisqu'il a été ancien chef de l'État. Alors on accorde si peu d'importance pour la vie de nôtres? Absolument pas. Alors, je vais laisser ça à d'autres, pas à moi. Alors, pourquoi témoigner pendant l'audience? Le témoignage de personnes citées ou ceux-là qu'on appelle témoins doit en principe intervenir pendant l'instruction ou l'enquête. Et les personnes se présentent pour faire un témoignage oral devant le juge ou le président du tribunal, si seulement ils y sont invités. Est-ce que cela a-t-il été fait pour le cas Moutamba? Est-ce que les personnes citées ont-elles été auparavant entendues sur PV pour venir répéter oralement devant la cour, pour s'en faire une conviction? Sans être dans le secret de Dieu, je crois que cela n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait, c'est comme ça que... Et pourquoi Moutamba lève cette option, qu'il le soit entendu? Ça balancerait ou ça jouerait en sa faveur? Ou il cherche à humilier ou à confondre les gens qui le seraient derrière ce complot? Admettons qu'il y a des accusations contre vous. Non, vous avez fait quelque chose, vous avez par exemple commis un acte de vandalisme, alors que vous étiez avec M. Parole. Mais pendant qu'on vous accuse, vous dites non, mais j'ai pas fait ça, j'ai pas fait telle chose. Il s'est passé ceci, c'est là, ou peut-être on m'avait agressé, ou j'ai rétorqué, ou il y a ci, ça. Mais j'ai un témoin qui peut témoigner. Ou quelqu'un à qui j'ai raconté l'affaire, ou quelqu'un qui est venu nous trouver sur le fait. Donc, ce monsieur Parole, j'exige qu'il soit là. Alors, les autres se donneront le moyen de faire en sorte que monsieur Parole puisse venir établir la vérité. Donc, mais il l'aurait fait au moment de l'instruction, et pour que ces derniers soient entendus. Alors, si cela n'a-t-il pas été fait, est-ce qu'il y a vice de procédure? De procédure? On ne sait pas, on va suivre, on va voir. Pourquoi cela n'a pas été fait? Pourquoi pendant l'instruction, lui-même, qui était en face de ces magistrats, n'a pas demandé, puisqu'on a vu qu'il avait demandé une forme de mesure pour récuser le juge et tout. Peut-être qu'il aurait pu aussi demander à ce que ces personnes-là soient entendues. Pourquoi ce travail-là n'a pas été fait en amont et qu'on demande à le faire maintenant? Est-ce que peut-être qu'il avait jugé que c'était le bon moment, ou qu'il y avait une forme de stratégie qu'on avait réservée pour dire si l'instruction nous conduit jusqu'au procès, on pourra peut-être faire venir telle personne et tout pour prouver de notre innocence et tout. Là, c'est lui et ses conseillers qui connaissent trop bien cette stratégie-là. Mais attendons voir si les personnes citées, parce que c'est quand même de gros calibre au niveau de la République, des gens qui pèsent tout de même, faire venir le Premier ministre n'est pas une petite chose quand même. Madame Rose Mutombo qui est aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, voilà, c'est assez considérable faire venir tous ces gens-là. Mais pour la cause de la vérité, puisque cette nation s'y trouve
Où elle se trouve en ce moment ici? À cause des politiques. Les politiciens pourris, corrompus, qui ont détourné, qui ont volé, qui ont financé de massacres, mais aussi parce qu'il y a eu de magistrats qui ont laissé faire. Donc, en même temps, il y a un travail double qui est fait. On met à nu les responsabilités de ceux qui sont dans le mal et de ceux qui sont vraiment pour une nation redressée. Donc voilà. Allez. À l'issue de ce procès, on saura, la vérité sera on saura de toute façon la vérité, mais essayer de souligner que le témoignage en justice, les institutions et les animateurs de celle-ci, pris en escalité, ne témoignent pas en tant que tel. Les personnes témoignent en tant que personne physique, prise en tant qu'individu, et tout ça, ayant vécu le fait ou les circonstances. Mais c'est peut-être ce qui a manqué à notre tradition politique, citoyenne et démocratique. On a vu aux USA un chef de l'État assis à la barre. Pourquoi pour nous autres, Congolais, il faut qu'il y ait une certaine forme d'exemption? Donc, à un moment donné, dans une nation qui se respecte, dans une république, la force reste à la loi, aux animateurs des institutions. Donc, on doit s'y plier à la loi. C'est aussi ça, c'est aussi normal. Donc, à un moment donné, qu'on soit un mandataire public, qu'on soit ces six-là, mais quand il faut éclairer la justice, éclairer l'opinion, ça ne dérange pas. Surtout qu'on est attaché à la tradition républicaine. Merci. On va suivre l'un des moments forts de l'audience d'hier lundi à la Cour de cassation. L'échange verbal ou l'escalade verbale entre Constant Moutamba, les prévenus, et la Cour. On prend cet élément et puis on revient. On prend acte de cette réponse. Attendez, la Cour s'adresse au prévenu Moutamba. On prend acte de cette réponse. Est-ce qu'on prend acte de cette réponse? C'est des intimidations ou menaces? On ne vous intimide pas. C'est quoi alors? C'est quoi ces réunions? À ces réunions-là, Monsieur Moutamba, la Cour, écoutez, la Cour vous pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La Cour ne vous intimide pas. C'est une question qui vous est posée et vous répondez. Monsieur le juge. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas sur une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Écoutez, vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Alors que vous avez droit au silence. Ok, c'est acté que vous n'avez pas de réponse. Parole Camisello, que comprendre de l'attitude victimaire de Constant Moutamba lors de cette audience? Quelle lecture faire? Ce n'est pas une victime, c'est déjà un complot. Ça c'est vrai. Attitude. Si moi je me pose une question, si un pays a un dirigeant comme Moutamba, mais ça sera catastrophique. Il a aussi un problème de maturité. Hein. C'est quelqu'un, si vous regardez, vous avez fait peut-être la pédagogie comme moi, il y a ce que nous appelons QI, conscient intellectuel, c'est-à-dire, tu peux avoir 35 ans, ton âge réel, 35 ans, mais ton intelligence est plus avancée. Soit en retard, soit l'âge. Donc cela veut dire qu'il a un problème de la maturité. Il présente aussi un problème de l'éducation de base. Il y a des indices qui les montrent. Tout pédagogue, on fait des débats, on peut les prouver. Regarde, il prend les bâtiments publics, il les confond avec un siège d'un parti politique. En amenant les militants. Il a même détourné les agents publics comme ces militants. En principe, c'est une infraction. J'ai fait une petite étude comparative entre les comportements des gens de l'IDPS qui chantaient l'hymne national à l'Assemblée nationale et
à la présence de Félix Tshisekedi qui entrait, lui que vous appelez président de la République, en mettant comme ça. De tous, une même maladie, je peux dire comme ça. Donc, ce n'est pas une victime, allais-je dire. Mais je voulais répondre à mon frère en disant, on ne veut pas faire ça, je ne peux pas venir m'amuser ici, dans une grande chaîne comme ça. Et comment comprenez-vous, quelle lecture vous faites de cette attitude ostentatoirement désobligeante qu'il affiche envers la Cour? Est-ce qu'en faisant cela, a-t-il aidé la Cour ou mieux, s'est-il fait aider? Non, il n'a pas besoin d'aider la Cour. Parce que la Cour a noté la réponse qu'il a donnée. Les évidences, tout le monde est juge. D'une manière générale, il y a des spécialistes. C'est vrai, on ne peut pas faire la kleptomanie scientifique. Parce que tous, si nous regardons, nous sortons comme ça, nous voyons les gens se battre. Même si vous n'allez pas prendre un PV, vous allez un peu juger d'une manière superficielle, non professionnelle. Tous nous voyons l'attitude de ces messieurs avec des processus de ce qu'il a fait, que c'est un coupable, il n'est pas victime. Donc par contre, c'est l'État qui est victime. Par contre, c'est moi qui suis victime. Par contre, c'est vous qui êtes victime. C'est-à-dire qu'ils sont victimes comme ça parce que c'est notre argent mal utilisé. En même temps, on allait payer la maternité. On allait payer les enseignants. On allait payer. D'ailleurs, vous oubliez que les écoles n'avaient même pas de bulletins. Cet argent allait payer les bulletins. Vous voyez? Donc, c'est nous qui sommes victimes. C'est l'État qui est victime. Lui, c'est l'un des braqueurs de la République qui braque les caisses de l'État. Vous voyez? Donc, c'est un... Non, on n'allait pas dans les affirmations du genre parce que les procès sont en cours. Les procès... peut bien se passer. Moutamba n'est jusque-là condamné. C'est un prévenu et il doit jouir de la présomption d'innocence. Mon frère, quand je vois la lettre demandant 14 millions, je n'ai pas besoin de faire l'équation mathématique. Je projette déjà 90%. Le reste, nous restons spécialistes du droit de ne pas faire ce que nous avions appelé la kleptomanie. Je voulais dire à mon ami, moi j'ai fait cette étude comparative pour aider les Africains, en général, les Congolais en particulier, de comprendre que nous avons des hommes valeureux en Afrique, mais la colonisation nous enseigne d'une manière générale de ne pas nous accepter. Vous voyez? Je compare le général de Gaulle avec le général Joseph Kabila. Non, on n'est plus, plus dans ce sujet. Il en a parlé, sinon ça va passer. Ça va passer. Il en a parlé. Nous prenons un point d'analogie. De Gaulle a donné la 5e République, Joseph a donné la 3e République. C'est les points communs. Les deux sont les généraux. Après, ça reste les contrastes. Merci. C'est-à-dire, De Gaulle a été condamné à vie, Kabila n'est pas condamné à vie. Et l'autre était fugitif, Kabila n'est pas fugitif. C'est-à-dire que Kabila est plus meilleur que De Gaulle. Merci. Donc, je ne suis pas venu pour j'allais parler recevoir de menaces. Non, on va évoluer. Je ne suis pas venu pour recevoir de menaces. Est-ce que c'était réellement des menaces qu'il a reçues ou des intimidations de la part de la Cour? Alors, il y a des situations où certains ressorts au fond de vous demandent une certaine forme de réplique. Vous avez entendu sur quel ton le monsieur qui posait la question le faisait. Je ne sais pas si c'était pour énerver le ministre de la Justice ou si c'était vraiment dans une forme de logique. Donc si c'était pour l'énerver, il est tombé dans le piège. Au fond, il y a un seul souverain, c'est Dieu. Peu importe si je ne suis pas là pour défendre l'excellence Moutamba, peu importe s'il y a un complot, il y a un groupe de gens qui s'assoient quelque part pour planifier, quoi qu'ils fassent, ils auront leur rétribution un jour. Ils ne sont pas intouchables. Et si l'excellence Moutamba est bien coupable, effectivement, il doit répondre de ce qu'il a commis comme méfait. Mais c'est une façon de montrer de l'animosité. Voilà, il parle de la question d'éducation, mais c'est lui qui parle comme ça aussi à un preuve d'éducation. Qu'est-ce qui vous autorise, devant autant de gens assez respectables qui sont venus vous écouter,
à parler avec autant d'arrogance. Vous pouvez être dans des camps différents, mais vous parlez avec respect. C'est ça la base de l'éducation. Est-ce qu'a-t-il manqué de respect à Moutamba? Tout ce que je constate au regard de cette vidéo, il a parlé avec autorité. Sa voix a été autoritaire, certes, mais c'est ce qui devrait conduire Moutamba à répliquer de cette façon. Il n'a pas à donner des ordres, il pose des questions. On est dans un procès. On n'est pas dans une forme de caserne où on ordonne aux gens de faire ci, de faire ça. Les gens ont même droit à garder le silence dans un procès. Donc, quand vous posez une question, attendez qu'on vous donne une réponse. Et parler de menaces, du complot, si vous êtes dans un complot, faites-le. Est-ce que ça aide Moutamba? Il se défend avec ses moyens. Et ne peut que faire ça quelqu'un qui est accusé. À tort ou à raison. Parce que dans une république où il y a des lois, même si vous avez commis un forfait, vous avez les droits à un juge, vous avez les droits à un avocat. Donc vous concédez même ces droits-là. Chez les gens civilisés, ça se passe comme ça. Et vous ne mettez pas quelqu'un au pilori, parce que quand j'entends mon co-débatteur expliquer qu'il est coupable, pour lui, il est déjà condamné. Pour lui, le procès, on n'a même pas besoin d'attendre mercredi, il est déjà condamné. Merveilleux. Puisque j'entendais cette lecture, il a commencé par condamner ses actions depuis qu'il était ministre. C'est quelqu'un qui pèse 80 kilos, à qui on a donné le poids d'une institution qui en pèse 100, et voilà, et qui n'avait pas les épaules assez solides pour conduire cette institution. Mais attendez, quoi d'autre? Il y a un procès, suivons, et allons jusqu'au bout. Déjà, avant, il n'y avait pas ce genre de procès. On n'a pas connu ça sous la présidence de celui qui qualifie d'être le plus grand nationaliste, de général de Gaulle d'Afrique. On n'a pas connu ça. Mais on a eu de grands détournements des 18 ans passés. Jamais on a vu de procès comme ça. Les détournements massifs et inimaginables sont réalisés sous le régime Félix Tshisekedi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Floribert Mouteba de l'ODEP. Floribert Mouteba n'est pas une parole d'évangile. Donc voilà. Alors, quand ça tire sous le pouvoir, vous dites que ce n'est pas crédible. Je vais vous dire une chose. Considérez que je suis magistrat de la République. Et l'un de mes frères, celui qui vient juste après moi, a commis un forfait. Il sortira de mon bureau mes notes au poignet. Je ne suis pas là pour défendre les personnes qui nuisent à la nation. Absolument pas. Donc, mais ce que je dis, quand Floribert Mouteba ou qui que ce soit tient des propos de cette nature-là, les chiffres ne mentent pas. Alors qu'ils sont un peu beaucoup plus dans l'arithmétique, ils nous disent, comparativement par rapport à telle période, il y a telle période, on a eu autant de... C'est voilà. Même Floribert Mouteba dont le travail était applaudi sous Kabila. Bon, aujourd'hui, les gens changent de camp, ils deviennent ce qu'ils sont. Et non, absolument pas. Quand on parle de questions... je suis logique. Quand on parle de questions qui touchent aux chiffres, il faut rester arithmétique et faire des comparatifs par rapport à telle période, on a eu tel chiffre qui avait été détourné par rapport à telle période aussi. Ça, on va saluer ça intellectuellement, c'est honnête. Mais que de lancer des mots comme ça de manière politique, ça, on comprend les positionnements des gens. Donc voilà. Merci. On va prendre le deuxième sujet de l'émission. On va prendre à profit le quelques temps qui nous reste. On parle de cette annonce ou de l'attente du prochain gouvernement, le gouvernement Suminoadé, qui est attendu, qui ne sera connu que dans le tout prochain jour. Les derniers réglages sont en train d'être ficelés et tout semble prêt pour l'annonce de ce gouvernement tant tendu. Selon les premières indiscrétions, on tend vers un gouvernement qui aura en son sein 45 ou 48 membres selon la nécessité. Et on va y aller sans gants. Allez, pour le premier sujet, c'est Parole Kamzo qui a ouvert le débat. Allez, Larousse Mouya, quel est l'enjeu du gouvernement d'union nationale? Ou quel sera l'enjeu pour ce gouvernement? Ou l'enjeu autour de ce gouvernement? L'enjeu pour tout gouvernement d'une nation qui a besoin de développement, l'enjeu a toujours été de travailler efficacement pour sortir le peuple de la pauvreté. De faire en sorte que la nation se développe. De faire en sorte que là où il y avait un minimum de kilomètres de route, aller un peu plus, construire un peu plus davantage, plus d'infrastructures. Donc voilà, renforcer l'économie nationale. Et en ce moment ici, nous avons une question qui est très importante, qui nous pend au nez, qui est la crise sécuritaire à l'est de la République. Donc, l'enjeu de ce gouvernement-là va être dans ce sens-là. La résolution définitive de l'agression rwandaise,
le rétablissement de la paix, les retours de réfugiés, la réinstallation, l'augmentation de notre budget. Voilà, poursuivre cette action-là et l'action de ce qui est lancé comme réforme au niveau de l'administration nationale, au niveau de la justice. Donc, c'est un gouvernement qui ne doit pas être un gouvernement de tout repos. L'enjeu est énorme et crucial. L'enjeu est crucial. Et entre efficacité de l'équipe gouvernementale, le gouvernement qui sera connu dans le tout prochain jour, entre l'efficacité de l'équipe gouvernementale, c'est-à-dire l'obligation des résultats, et la nécessité de satisfaire les appétits gloutons de certains alliés qui risquent de les quitter pour faire allégeance à l'ennemi. Comment Félix Tshisekedi doit-il s'y prendre? Alors la question de traiter les gens dans l'objectif qu'ils ne fassent pas allégeance à l'ennemi, moi je crois que le chef de l'État ne doit pas être porté. Et connaissant son profil sur cette question, il n'est même pas porté par ces peurs-là. Par les alliés? Absolument. Par la question de traiter les gens du fait qu'ils doivent être mieux traités pour ne pas faire allégeance à l'ennemi. Il n'est pas dans cette optique-là. Il n'est pas dans cette optique-là, absolument pas. Il est dans l'optique de travailler pour la nation. Et il en est pleinement conscient. Il en a pleinement conscience puisque il sait que si vous gardez quelqu'un en disant que je l'offre mieux pour qu'il puisse pas aller de l'autre côté, mais ailleurs aussi on peut l'offrir mieux. On a vu des personnes qui étaient mieux installées aux côtés du chef, qui avaient des postes assez reluisants au niveau de la nation, mais quand même commettre des actes au contraire à toute idée patriotique. Donc, on ne doit pas traiter les gens par rapport à une certaine forme de flatterie. Mais c'est plutôt, on doit nommer les gens sur des bases qui sont objectives. Efficacité, moralité, qualité de travail, culture de résultat. C'est ça qui doit conduire les chefs à décider. Et il y a aussi dans l'union sacrée, parce que le chef a dit, un gouvernement resserré et d'ouverture. Il y a dans l'union sacrée des critères qui sont définis par rapport au fait qu'il qualifie une formation politique de l'union sacrée à avoir autant de postes de ministère. Donc voilà. Et par rapport à ces calculs-là, il y a une bonne marge des ministères qui seront donnés effectivement à l'ensemble de l'union sacrée, mais aussi une bonne part des ministères qui vont revenir au chef de l'État. Il en décidera seul devant sa conscience. Donc voilà, en toute objectivité. Moi, je crois que le chef ne va pas aller dans le sens de ménager des gens pour éviter des trahisons, puisqu'il en a connu. Et c'est même pas fini, on est en train de découvrir des choses au niveau de la nation. Donc, ceux qui veulent vous trahiront quoi que vous fassiez. Allez, merci. Les États. Mais ceux qui veulent travailler pour la nation, travailleront pour la nation quoi qu'il arrive. Ça, c'est clair. Les états-majors de partis politiques en ébullition depuis quelques jours. Est-ce l'enjeu du gouvernement est-il le même avec celui de partis politiques ou de certains alliés, sachant que tout le monde veut se faire fortune avant 2028? Parole Kamizelo. Oui, ce n'est pas une hypothèse à écarter, Gédéon. Avant de vous répondre, j'aimerais rappeler au peuple congolais que c'est le premier cas depuis les années 60, c'est les pays qui, je parle de l'Afrique, et toute une famille soit accusée en Belgique, c'est-à-dire le peuple congolais est humilié, l'Afrique est humiliée. Et si je pars dans votre logique, vous dites que Joseph Kabila est accusé en République démocratique du Congo, mais la famille de Tshisekedi est accusée en Belgique, c'est-à-dire qu'ils sont des Belges. Comment vous pouvez expliquer de telles choses? Nous sommes envahis, agressés pas par les Rwandais, mais par les Belges. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Ici, d'abord, c'est la force, ce n'est pas la force... c'est la loi. La loi n'est pas la force dans ces régimes. C'est les monarques qui a la force, comme disait Madame Anna Arendt dans son livre « Les origines du totalitarisme ». Quand la personne remplace une loi, quand le nom de Tshisekedi protège quelqu'un, nous voyons comment vous vous comportez. C'est-à-dire, parler d'état de droit, le premier qu'il y a, c'est Félix Tshisekedi. Comment vous allez m'expliquer qu'un président de la République qui pille son peuple les rend? Et ça passe comme ça. Et si nous avions une bonne justice, rame, c'est quelque chose d'anormal qui mouibi. Expliquez un peu. Donc, si tu ne sais pas, c'est ton problème. Parlons un peu du gouvernement. Il dit qu'il travaille pour la nation.
que signifie travailler pour la nation? Qui travaille pour la nation? Celui qui travaille pour la nation ne peut pas endetter sa patrie à 12 milliards de dollars. Comment vous allez appeler celui qui a payé 14 milliards de dollars? Parce qu'on a payé 9 milliards de dollars avec l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, avec son chef nationaliste Joseph Kabila. Et vous allez dire que celui qui endette le pays, où cet argent ne construit même pas une toilette, et celui-là aime la nation. Et celui qui a payé la dette, et celui-là... Oh non, c'est contradictoire là. Je ne comprends rien. Parlons un peu du gouvernement. L'enjeu des partis politiques est-il le même avec celui du président? Les partis politiques, parlons-en d'ailleurs, c'est tellement important. Je vais interpeller tous les partis. Et ceux qui répondent aux critères des partis politiques en République démocratique du Congo. Parce que l'IDPS ne répond pas aux critères des partis politiques. Selon la loi des fonctionnement des partis politiques, l'article 6 de la Constitution, et parce que l'IDPS n'a même pas un statut. Ils travaillent sur la tradition orale. Ils n'ont pas même les cartes de membres. Si vous lui posez la question, lui qui est de l'IDPS, où est sa carte de membre? Il n'en a pas. Donc, ils ne répondent pas aux critères de partis. Ils ont des secrétaires généraux. Donc, ces partis politiques, les partis politiques sont les universités d'État. Moi, j'appelle ça comme ça. Vous devez préparer, enseigner comme on peut perdre avec l'école du parti. Et vous, quelle est votre carte de membre? Je l'ai laissé, si vous voulez, la prochaine émission, je viendrai avec ma carte de membre. De préparer les dirigeants même du quartier, l'avenir. Parce que chez Dayon, si vous dirigez bien l'avenir, vous n'aurez pas les Koulouna. Parce que les chefs d'avenir maîtrisent bien les nombres de gens sur son avenir. Vous contrôlez bien l'avenir, les quartiers, la commune, la province. Donc, à ce moment-là, j'interpelle tous les partis politiques de préparer d'abord les dirigeants des avenirs du quartier, parce que c'est intersystème. Parlons du gouvernement. Est-ce qu'on a besoin? On a besoin de joueurs ou d'échanger les jeux. Pour les cas d'espèces de la RDC, on a besoin d'échanger les jeux. C'est-à-dire changer les jeux, changer l'entraîneur. L'entraîneur ici est mauvais. Son jeu est mauvais. Non, l'entraîneur peut être bon, mais tant que le système qu'il adopte ou le schéma technotactique ne répond pas au profil du joueur, c'est à la fois important de changer et le système et aussi les joueurs. Gédéon, tu te contredis. Le jeu est dans l'homme. C'est l'homme qui fait tout. C'est toi qui donnes tes stratégies. Les stratégies échouent. Je parle football, c'est important parfois d'échanger et le système de jeu et le profil du joueur. Parce que si vous voulez jouer en contre-attaque, vous n'avez pas besoin d'avoir un joueur qui sait dribbler. En contre-attaque, il est important d'avoir un joueur qui sait conserver les ballons pour permettre à ce que l'équipe se déplace et servir peut-être dans le dernier mètre le coéquipier de marquer pour marquer des buts. Ici, système est sémantiquement parlant est le synonyme du jeu. Vous ne pouvez pas avoir un bon entraîneur. Un bon entraîneur, c'est qui? Celui qui met bien d'une bonne stratégie, un bon jeu, placer bien les joueurs. Comment vous pouvez imaginer un joueur qui prend et Kylian Mbappé, qui met défenseur, qui prend Kamavinga, qui met Bitter, c'est comme ça que vous les appelez. Oui, oui. Il change comme ça, mais il y aura du fonctionnement. Ça peut arriver. L'histoire de grands clubs nous a prouvé, même les meilleurs entraîneurs ont échoué avec certains clubs. Laissez-moi d'abord terminer. Carlo Ancelotti qui est parti du Real Madrid. Il a échoué. C'est le cas d'exception. Voilà. L'exception confirme une règle. Ici, pour nous ici... C'est-à-dire on peut être bon, mais dans un certain environnement, on arrive à échouer. Ça, c'est les joueurs. Les joueurs, c'est un bon joueur. Mais il arrive dans un système, trouver un entraîneur qui ne sait pas bien classer les joueurs, qui ne met pas un bon jeu, les joueurs vont échouer. Donc, cela veut dire quoi? Et dans les contextes, on avait besoin d'un gouvernement de guerriers. On a besoin d'un gouvernement d'action. Oui, c'est-à-dire avoir des généraux, par exemple 7 généraux. Nous avons, par exemple, même si vous n'aimez pas celui qui a fait déchu le M23 2013, Joseph Kabila, je sais bien que vous avez une haine exagérée contre lui,
il y a un chef d'état-major, Didier Toumba, qui était à l'époque, qui est compatriote, que vous pouvez mettre ministre de Défense, et puis vous mettez les 7 généraux patriotes, et vous mettez quelques technocrates pour avoir au maximum au moins 15, 16 ministres. Et avec quelques secrétaires généraux, et pour quelques secrétaires généraux pour compléter. Parce que si vous regardez les pays que nous appelons des grandes puissances, vous regardez en Chine, en Russie, vous ne verrez pas un gouvernement de 40 ministres. Merci. Vous verrez, s'ils sont nombreux, 30. Merci. Et, par exemple, en Russie, si je ne me trompe pas, 25, si 24 comme ça ministres, eh bien, avec 40 ministres, c'est un gouvernement herbivore. Ici, herbivore veut dire herbiver l'argent de l'État. Allez, merci. Clarous, 1 minute s'il vous plaît, on va finir. Malheureusement, on n'aura pas tout le temps pour aborder les derniers sujets. Il y a trop de confusion. Déjà, attendez, je pose la question pour le dernier sujet qu'on devrait réserver à Jeannot Coste. Pour vous, quel devrait être l'idéal ou quel serait l'idéal? Avec 45 membres, voire un peu plus, pourrait-on parler d'un premier échec déjà dans la volonté de Félix Tshisekedi d'avoir un gouvernement resserré? Merci. Je vais vous répondre, mais je vais d'abord aborder ce qu'il a dit. Au fait, je vous ai dit ici, quand vous parlez... Vous avez 1 minute pour conclure. Les jeunes esprits nous suivent. Mais là, il y a à dire beaucoup de contre-vérités qu'il faut recadrer. Les jeunes esprits nous suivent. Faites-le dans le 1 minute. Et ces émissions sont comme des encyclopédies par moment qui informent de gens. Vous ne pouvez pas vous permettre, sur une chaîne comme ça qui est suivie, en direct, dire que l'UDPS n'est pas un parti politique. Monsieur, vous vous ridiculisez vous-même. Regardez-vous bien dans une glace, vous vous ridiculisez. L'un des premiers partis politiques après les Impères, c'est l'UDPS. Comment vous pouvez oser une faribole pareille? Comment est-ce possible? Donc, à un moment donné, on met l'animation à côté, on met les côtés polémiques à côté, respect entre nous, mais respect surtout pour la science et dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, je voulais recadrer ça. Mais après, pour le reste, vous reconnaissez kabiliste. C'est normal. Je ne peux pas attendre de vous que vous puissiez reconnaître une quelconque forme de bien qui est faite par cette administration. Sinon, je serais un naïf. Merci. Je ne vous reconnais pas. Je ne veux pas vous reconnaître dans ce sens-là. Mais je vous laisse votre liberté en tant que soutien indéfectible de Kabila. Voilà, propre devant votre conscience, de lui reconnaître tout le bien que vous voulez et grand bien vous fasse. Est-ce que là, ce n'est pas un premier échec? Dans la volonté de Félix Tshisekedi d'avoir un premier gouvernement, un gouvernement resserré, 45 ou 48 déjà, quel aurait été l'idéal pour vous? Vous posez la question si ce n'est pas un échec. On est parti de combien? On est à 52 ministres. Arithmétiquement parlant, c'est une réduction ou pas? C'est une réduction. C'est une réduction, vous êtes bien d'accord avec moi. Donc, ce n'est pas un échec. Et pour la suite, on va juger de quoi? De l'action qu'il va apporter les uns et les autres. Il le fait parce qu'il le veut, parce qu'il le souhaite ou pour satisfaire les appétits gloutons de ses alliés? Je ne crois pas qu'un chef doit diriger selon le rythme ou la température des humeurs de ses alliés. Sinon, la nation partira à volo. Il fait les choses par rapport au combat qu'on a mené depuis toutes ces années et pour redresser cette nation qui a longtemps été cassée. Voilà. Allez, vous avez un mot. Un mot. Un premier chèque dans la volonté d'avoir un gouvernement resserré. Il dit on est parti de 52 pour 45, 48. Il dit déjà, c'est un pas, on a un gouvernement resserré et d'ouverture. Non, moi... Tantôt là, vous avez parlé avec 46 membres, 16 membres, ça pourrait marcher avec quelques secrétaires généraux. Je parlais de 15 ministres. 15 membres du gouvernement. Oui. Donc, un mot, je peux dire que c'est un gouvernement qui a d'abord échoué, parce que c'est la phase D, Soumina 1, Soumina 2. Soumina qui a perdu des provinces, mais contradictoire, ils disent elle a un bilan positif. Cela me permet de dire le problème, ce n'est pas de tomber, mais de se relever après la chute. Oui, c'est un fait. Deux provinces sont parties sous contrôle de M23. Mais qu'en est-il de la gestion de la crise sécuritaire? C'est une règle. Toute personne qui ne fait pas l'autocritique, l'auto-évaluation, qui ne connaît pas sa faute, ne s'améliore pas. Ça, c'est un principe universel. Allez. Et mon ami qui me parle que l'UDPS c'est un parti politique,
Il ne suffit pas que tu dis que c'est un parti politique. Je suis d'abord gentil. Vous n'avez pas de carte de membre. Vous avez des secrétaires généraux. Laissez-moi, monsieur, j'étais poli. J'étais poli. J'étais poli. Il y a une médiation qui est faite en ce moment pour rapprocher les deux secrétaires généraux. Non, il y a un seul secrétaire général. Il y a un seul secrétaire général. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont des cas. Il y en a deux. Non. Laissez-moi. Il y en a deux. Laissez-moi parler. Il y en a deux. Et tous deux pour des actes. Absolument. Vous avez suivi la dernière réunion de membres de l'UDPS. Monsieur, vous êtes... Vous avez vu qu'est-ce qui a représenté l'UDPS? Vous l'avez vu? Mon ami, l'honorable Augustin Kabouya. Mon ami. Donc soyons Deo Bizibu, aux dernières consultations, a été reçu en qualité de qui? Il a été reçu. Vous n'avez pas vu le secrétaire général Augustin Kabouya? Je parle de Deo Bizibu. A-t-il été reçu aux dernières consultations des Bérande en qualité de qui? Deo Bizibu a été reçu avec le secrétaire général Augustin Kabouya en tant que son adjoint. Pas du tout. Ils étaient reçus séparément. En tant que son adjoint. L'UDPS a été reçu au même moment. C'était un faux débat. Ce n'est pas un faux débat. Les partis politiques. C'est d'engager les partis. Mais où est-ce qu'il a engagé les partis? Quelle décision? Merci d'avoir une chose importante. Mon ami, tu n'as pas la parole. C'est discipliné. Les partis politiques sont les pays en miniature. Si les gens gèrent bien partis politiques, ils vont bien gérer les pays. Si vous êtes incapable de gérer même votre salle, vous n'avez même pas un bon siège. Et à ce moment-là, vous allez dire que vous avez un parti politique. Donc, vous avez des secrétaires généraux, pas même carte de membres, vous travaillez sur la fonction des traditions orales, mais pour le gouvernement, j'allais dire... Mais vous vous ridiculisez vous-même, monsieur. C'est vous n'avez pas les cartes de membres. Allez, on est à la fin du débat. Vous vous ridiculisez vous-même. C'est les trains de vie des institutions. On a eu peu d'argent des fonctionnaires, des enseignants qui prennent un peu... les guerres intestines, c'est dans tous les partis. Vous serez d'accord avec moi, Parole Kamizé? Ça, ce sont des affaires internes. Non. Un parti politique, c'est un pays en miniature. Si les gens gèrent bien un parti politique, ils vont bien gérer les pays. On est à la fin. Si les gens sont incapables de donner une carte de membres, comment ils vont gérer les pays? J'allais parler les trains de vie des institutions. C'est un gouvernement qui braque le peuple congolais. C'est un gouvernement braqueur.